Donc, le sujet de ce jour est intitulé « Tout augmente, ma bonne dame, comment adapter les prix dans les secteurs immobiliers et de la construction ». Nous allons aborder ce sujet avec vous dans le cadre de 4 questions, qui sont les 4 questions qui s'affichent à l'écran. Quelles sont les règles de changement du prix des contrats? Comment mieux vous protéger via une clause de révision des prix? Quelles sont les règles dans les marchés publics? Comment augmenter le loyer dans les contrats de bail? Et puis, bien sûr, comme à chaque fois, nous avons un fil conducteur qui va nous mener tout au long de cette présentation, qui est le suivant. La société Visio Construction est spécialisée dans la pose de châssis et elle connaît de fortes hausses de prix de ses fournisseurs de châssis en PVC, en aluminium ou en bois, qui, en dépit de prix fixes dans les contrats, tentent d'augmenter les prix d'approvisionnement de Visio Construction. Visio Construction a aussi pour habitude de faire de la sous-traitance pour Maison Croisillon, qui est un promoteur immobilier, qui lui n'a pas du tout envie que Visio Construction augmente ses prix, pour la bonne raison qu'il a déjà vendu ses contrats sur plan. Par ailleurs, Visio Construction travaille aussi pour l'administration publique, dans la rénovation et l'isolation des bâtiments publics. Et puis, elle est aussi confrontée aux velléités du bailleur, de ses bailleurs d'entrepôts d'augmenter ses loyers. Et nous allons voir dans quelles limites, ou plutôt comment, Visio Construction peut répondre à ces différentes contraintes. Les 2 premières questions seront abordées par mes soins, tandis que les 2 suivantes seront abordées par mon collègue, mais néanmoins ami, l'excellent Nicolas Châtelet. Sans autre transition, marché privé, quelles sont les règles de changement du prix des contrats? Alors évidemment, pour que ce soit un petit peu interactif, nous avons prévu un sondage dont les termes sont particulièrement radicaux pour vous amener à réagir. En principe, une fenêtre va s'afficher pour vous permettre de répondre au sondage. La voici. La question est la suivante. Une entreprise qui voit ses coûts d'approvisionnement augmenter, mais alors là, beaucoup augmenter, quintupler, peut-elle unilatéralement adapter le prix de son contrat, notamment hors clause de révision de prix? Ici, dans l'hypothèse, il n'y a pas de clause de révision de prix dans le contrat. Et donc, nous fournissons deux réponses radicales. Oui, sous condition, non, jamais. Nous allons vous laisser une vingtaine de secondes pour bien vouloir répondre au sondage, afin de nous permettre de voir ce qu'il en est. Alors, il y a 18 réponses, 21 réponses. Encore quelques secondes, éventuellement. Voilà. Donc, on voit que la réponse est partagée. Oui, sans condition, non, jamais. Nous allons voir que la réponse était quand même plutôt la deuxième, non, jamais. Il est difficile, il est très difficile en principe, il n'est pas possible de revoir son prix. Ce n'est vraiment que dans des situations très exotiques que finalement il y a des possibilités de révision de prix qui ont été permises dans une certaine jurisprudence. Un mot d'abord sur la façon dont le droit belge appréhende l'évolution des prix. Il y a une théorie, qui est la théorie ou la doctrine de l'imprévision, qui est une doctrine d'importation étrangère, qui devrait permettre, s'il était applicable, la révision du contrat toutes les fois où intervient un événement imprévisible à la conclusion du contrat, qui est non imputable à la partie qui s'en prévaut, au débiteur qui doit exécuter une obligation, et qui a pour effet de bouleverser l'économie contractuelle. Typiquement, la théorie de l'imprévision, qui devrait permettre la révision du contrat, est susceptible de s'appliquer en cas de bouleversement des prix d'approvisionnement. Cette doctrine de l'imprévision, d'importation étrangère, est rejetée en droit belge. Plusieurs juristes éminents ont essayé d'obtenir sa reconnaissance par les cours et tribunaux. La Cour de cassation, de manière très claire, a indiqué que la théorie de l'imprévision n'était pas applicable en Belgique. De la même manière, l'équité
l'équité, le simple fait de vouloir remettre de l'équilibre dans le contrat dont l'équilibre a changé, ne permet pas, d'après la Cour de cassation, d'adapter le contrat, les termes du contrat, ou de le dissoudre. Et dans cette ligne très classique, la Cour d'appel de Liège notamment, mais tellement d'autres juridictions, ont affirmé que admettre l'imprévision serait, au nom de l'équité, compromettre la sécurité que le droit a voulu assurer par le principe de la convention de loi. Donc en fait, quelque part, il n'y a pas d'équité à ce que le contrat soit réécrit. L'équité, c'est le respect du contrat, celui auquel les parties se sont engagées. Tant et si bien que, sauf exception légale, sauf si la loi prévoit une possibilité d'adaptation, dans le contrat, le droit commun du contrat, c'est que les prix ne changent pas, et que pour que les prix changent, il faut nécessairement une renégociation du prix avec l'accord des deux parties. Alors évidemment, face à une situation aussi contraignante, de nombreuses personnes se sont gratté la tête pour voir si on ne pouvait pas trouver une solution ailleurs que dans l'imprévision, si on ne pouvait pas bricoler une solution pour sauver la partie qui était menacée par une hausse des prix. Et donc, nous allons faire une revue de ces différentes solutions. Et vous allez voir que malheureusement, ces différentes solutions sont insatisfaisantes, ce qui m'amène à répondre à notre sondage par la négative. Alors, la première solution à laquelle on a pensé, c'est la solution de la force majeure. Il y a force majeure si un événement imprévisible et extérieur rend impossible l'exécution de l'obligation. Et alors, dans ce cas, s'il y a force majeure, le débiteur, celui qui doit par exemple fournir les produits, fournir les châssis, pourrait être libéré de ses engagements. Tout d'un coup, je n'ai plus l'obligation de fournir les châssis que je m'étais engagé à fournir si jamais on reconnaissait qu'il y a force majeure. Mais pour qu'il y ait force majeure, il faut que l'obligation soit impossible à exécuter. Et la thèse majoritaire, mais alors largement majoritaire dans la jurisprudence, vient à dire que pour qu'il y ait une impossibilité, il faut que l'obstacle soit insurmontable et empêcher l'exécution de l'engagement. Le simple fait que les prix aient augmenté, ce n'est pas un obstacle insurmontable, c'est juste que c'est plus cher, mais ce n'est pas insurmontable. Ce qui, en fait, amène à faire un distinguo entre les situations de pénurie et les situations de hausse des prix. S'il n'y a plus de produits, plus d'intrants sur le marché disponible pour pouvoir finalement, par exemple, constituer, produire les châssis, parce qu'il y aurait vraiment une pénurie mondiale au niveau de la production d'aluminium. Il y a une demande de 1000 au niveau mondial, mais il n'y a une fourniture que de 100. Là, pour le coup, on pourrait considérer qu'il y a un problème pour fournir des châssis en aluminium. Il y a une pénurie, il y a une impossibilité. Et en fonction, selon que cette pénurie est permanente ou temporaire, on considérera que la libération de l'obligation de fournir les châssis sera définitive ou provisoire, et donc il y a éventuellement soit une suspension du contrat, et alors dans ce cas, le fournisseur de châssis ne devra pas payer d'intérêt parce qu'il était exempté de fournir et la suspension n'est pas de son fait, et alors si c'est une impossibilité définitive, dans ce cas il peut y avoir dissolution du contrat, dans ce cas simplement on déchire le contrat, il n'y a plus de contrat. La particularité de la force majeure, c'est que le juge ne dispose pas du pouvoir d'adapter le contrat, il ne peut pas revoir le prix, mais de toute façon, dans ce cas-ci, ça ne servait à rien de revoir le prix, puisqu'il n'y a, plus d'aluminium sur le marché, il y a une pénurie. Ou alors, on se retrouve dans une situation où il y a hausse des prix, pas vraiment de pénurie, mais une hausse des prix. Alors certes, c'est un continuum, hein. En principe, il y a d'abord une hausse des prix, et puis après, on se dirige progressivement vers la pénurie. Mais la hausse des prix n'est pas considérée comme un cas de force majeure. Pourquoi? Parce que le débiteur, celui qui doit fournir, même si ça devient plus cher, a pris la hausse des prix à ses risques. Si il voulait être protégé, il devait veiller à ce que dans son contrat, il y ait une clause de révision des prix, par exemple. Il n'y a pas de clause de révision des prix dans son contrat, il a accepté de s'engager sans limite, donc il doit supporter la hausse des prix. Et le cas échéant, si le débiteur n'a pas les liquidités nécessaires, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas dans l'impossibilité de s'approvisionner, ça veut dire simplement qu'il doit se débrouiller. Il doit prendre un emprunt, il doit vendre des actifs pour avoir les actifs nécessaires, des liquidités nécessaires pour pouvoir s'approvisionner ensuite, même si ça coûte plus cher que ce qu'il avait prévu d'abord. Mais il y a aussi une thèse minoritaire, et j'insiste, très minoritaire, voire exotique, qui, dans des cas extrêmes, a pu interpréter la condition d'impossibilité de manière différente.
en réinterprétant celle-ci sur la base de l'utilité économique du contrat. L'idée est qu'il n'y a plus d'utilité pour lui au contrat s'il ne fait plus de bénéfices. Et s'il n'y a plus de bénéfices au contrat, la raison d'être du contrat devrait disparaître, le contrat devrait être annulé. En fait, cette thèse minoritaire est fondée sur l'idée qu'il ne faut pas simplement regarder l'impossibilité de manière théorique, dans l'absolu, mais de manière concrète, eu égard à l'impossibilité réelle normale d'exécution. Quand ça devient trop difficile, ça devient impossible. C'est ça l'idée. Et si on part de ce postulat, dans ce cas, on peut essayer de tracer une ligne de partage entre la simple augmentation des prix qui entraîne un manque à gagner pour le débiteur, en fait, ses marges sont réduites, qui n'impliquerait pas pour lui la possibilité de se défaire de son contrat, et la situation où la hausse des prix est telle qu'à la fin, il ne fait plus du tout de bénéfices, il vend à perte, il travaille à perte, il perd, enfin, son contrat n'a plus d'utilité économique pour lui, et dans ce cas-là, d'après la thèse minoritaire, il serait possible de ne pas exécuter l'obligation. Deux critères alors, enfin, le critère de partage, c'est le critère de la vente à perte et pas simplement de la hausse des prix. Quand on s'éloigne de la question de la force majeure, il y a une autre tentative de solution qui a pu être évoquée et qui a connu un peu plus de succès. Ça reste toujours très exotique dans la jurisprudence, mais on a pu voir un peu plus de décisions. C'est la jurisprudence qui présente un peu plus d'autorité, jurisprudence de la Cour d'appel de Liège, parfois même de la Cour de cassation, dans des cas extrêmes, qui est une excuse qui serait fondée sur la théorie de l'abus de droit. Vous le savez, il n'est de droit dont on ne peut abuser. Quel que soit le droit, à un moment, on peut abuser de son droit. Donc, il est normal que le juge puisse intervenir pour mettre le holà. Et c'est vrai aussi du droit contractuel du créancier d'obtenir sa fourniture. On a pu considérer, certaines décisions de jurisprudence, on peut considérer que dans certains cas, exiger la fourniture, malgré le fait que le fournisseur soit confronté à des hausses de prix drastiques, mais ça n'allait plus, c'était de l'abus de droit. Le critère qui a pu être évoqué dans cette circonstance, c'est que l'exécution du contrat entraînerait la ruine du débiteur. Donc on va encore plus loin. Il y a un petit peu plus de décisions en nombre et en épaisseur et en autorité ici dans le cadre de l'abus de droit que dans le cadre de la force majeure, mais le critère est encore plus exigeant. Il faudrait que le débiteur, notre fournisseur de châssis, prouve que fournir les châssis risque de l'entraîner vers la ruine. Là où, pour le dire encore autrement, dans le cadre de la force majeure, ce serait de la vente à perte sur un contrat. Dans le cadre de l'abus de droit, ce serait de la vente à perte sur le contrat principal, voire sur l'unique contrat, tel qu'elle est susceptible d'entraîner la ruine du débiteur. Dans ce cas, la sanction n'est pas la dissolution du contrat. La sanction habituelle de l'abus de droit, même s'il y a des fluctuations encore dans la jurisprudence, la fluctuation habituelle de l'abus de droit, c'est la révision de prix. C'est une modification de prix. Et donc le juge devrait pouvoir intervenir pour revoir le prix pour que le fournisseur puisse s'en sortir. La particularité étant qu'en matière d'abus de droit, l'abus de droit peut s'appliquer même s'il y a une faute du débiteur éventuelle, par exemple le fait de ne pas avoir prévu qu'il pouvait y avoir des hausses de prix alors que c'était un élément qui était envisageable. Et puis, un mot sur le futur, sur l'évolution prochaine du Code civil, parce que ce que je viens de vous décrire là, c'est l'état du droit positif, c'est-à-dire qu'en principe, il y a un contrat, le contrat doit être exécuté. Mais comme je vous le disais, ça fait depuis très longtemps qu'on essaye de réintroduire une théorie de l'imprévision dans le droit belge, et au final, le législateur, pas tellement la jurisprudence, mais le législateur, a fini par entendre les appels de l'industrie et du marché, et il y a 15 jours, dans le vote du nouveau livre 5 du Code civil, le législateur a introduit un mécanisme d'imprévision. Donc tout ce qu'on connaissait, tout ce que je viens de vous présenter et qui s'applique jusqu'à ce jour, va changer très prochainement. C'est-à-dire que prochainement, nous allons voir dans quelques instants encore, une théorie de l'imprévision va s'appliquer s'il n'est rien prévu d'autre dans le contrat à l'avenir, quand bien même l'exécution du contrat serait devenue plus onéreuse, il est possible pour le débiteur, dans notre exemple le fournisseur de châssis, de demander une renégociation des termes du contrat, pourvu que 5 conditions soient remplies, dont les principales sont celles qu'on évoquait plus tôt,
Il faut tout d'un coup que le changement de circonstance rende excessivement onéreuse l'exécution du contrat, que ce soit un élément qui soit imprévisible lors de la conclusion du contrat, que ce changement n'est pas imputable au débiteur et que le débiteur n'a pas assumé ce risque dans le contrat, et que la loi n'exclut pas cette possibilité, mais ça c'est franchement marginal. Mais donc, à l'avenir, il y aura de la souplesse qui sera possible dans l'exécution du contrat, pourvu que les parties ne l'aient pas exclu, parce qu'il est toujours possible de prévoir dans le contrat qu'une partie s'engage sur un prix, quelle que soit la modification des circonstances. La loi ici la future loi sera supplétive, donc elle ne s'appliquera que s'il n'est rien prévu d'autre. Que se passe-t-il alors s'il y a un changement de circonstances? La future loi prévoit que les parties doivent continuer à exécuter leurs obligations pendant la durée des négociations. Il ne s'agit pas simplement de dire j'arrête d'exécuter et puis je crée des sinistres partout. Je continue à exécuter, mais il faut négocier. Et en cas de refus ou d'échec des négociations dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande de l'une ou l'autre des parties, adapter le contrat afin de le mettre en conformité avec le changement de circonstances. Et le cas échéant, le juge doit intervenir selon les formes du référé, c'est-à-dire en urgence. On verra ce que ça donne. Mais c'est l'idée. À un moment, s'il y a un changement radical des circonstances, une partie peut lever la main, demander une renégociation du contrat. Si l'autre partie n'est pas d'accord pour la renégociation du contrat, il est possible d'en référer au juge. Et éventuellement, alors va jouer les rédacteurs de contrat. Quand est-ce que ces dispositions vont entrer en vigueur et surtout comment? En fait, cette nouvelle disposition ne sera applicable qu'au contrat signé ou modifié après son entrée en vigueur. Donc tous les contrats qui ont été signés préalablement continueront à être appliqués à tout l'ancien droit que je vous ai décrit et ne seront pas adaptables. Donc si vous avez des contrats d'approvisionnement de long terme, à votre avantage ou à votre désavantage, il faudra réfléchir avant de les renégocier après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, parce que ça changera la question de savoir si vous êtes tenu ou pas par le prix qui a été négocié. Et éventuellement, il peut y avoir bien des difficultés dans le futur pour faire le tri entre des contrats de long terme, entre ceux qui étaient soumis à l'ancienne loi et ceux qui sont soumis à la nouvelle loi. Il faudra être vigilant. Et puis, la nouvelle loi entrera en principe en vigueur le premier jour du 6e mois qui suit la publication de la nouvelle loi. La publication de la nouvelle loi, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle va intervenir. À ce stade, sauf erreur de ma part, enfin il y a 48 heures, elle n'avait toujours pas été publiée, et donc on ne sait pas à partir de quand le délai de 6 mois va se mettre en place. Vraisemblablement, d'ici à dans 6 mois, 8 mois, la nouvelle législation sera rentrée en vigueur, s'appliquera aux nouveaux contrats signés à ce moment-là. Un dernier mot sur ce point, sur ce nouveau droit à venir. Il y aura de la souplesse, il y aura une porte de sortie, mais il y a encore beaucoup de gris. Quand est-ce que les circonstances vont devenir à ce point changeantes que le juge pourrait intervenir pour réécrire le contrat? Ça donnera lieu sans doute à bien des débats, raison pour laquelle il y a sans doute un intérêt à ce que les parties modélisent elles-mêmes dans leur contrat une clause de révision, les circonstances dans lesquelles l'imprévision doit justifier une renégociation, puisque si elle le précise, dans ce cas, le droit commun, la disposition générale, avec toutes ces incertitudes, ne trouvera plus à s'appliquer. En tout cas, elle sera canalisée par les précisions qui seront prévues au contrat. Pour en revenir à notre exemple fil rouge, donc, que se passe-t-il en cas de hausse de prix de vos fournisseurs ou des fournisseurs de votre client? Que répondre? A priori, en droit belge, vous avez le droit de refuser. Vous avez le droit de dire non, mais désolé, vos hausses de prix ne me regardent pas, j'ai mes problèmes personnels, on va s'en tenir au contrat. Donc, a priori, il faut refuser parce que tout le reste, c'est de la jurisprudence particulièrement exotique, c'est pas la règle. Mais attention, si c'est de la fourniture internationale, il faut aussi vérifier, est-ce que c'est le droit belge qui s'applique ou est-ce que c'est un autre droit, puisque d'autres États connaissent déjà l'application de la théorie de l'imprévision. Et notamment, la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises a été réinterprétée par la Cour de cassation belge a été réinterprétée en 2010, relativement récemment, pour reconnaître que, a priori, il pouvait y avoir de l'imprévision dans la vente internationale de marchandises. Donc, il faut regarder exactement quel est le droit applicable. Mais sinon, le principe en droit belge, c'est on est tenu par son contrat, par le contrat qu'on a signé. Ce n'est que vraiment si vous êtes aux abois, si votre débiteur est aux abois, qu'il peut essayer de faire valoir cette jurisprudence minoritaire en prétendant en faisant valoir qu'il vend à perte ou voire qu'il est menacé de ruine pour essayer de résister
aux prétentions de son créancier qui demande le respect du contrat à toute force. C'est ce que nous voulons vous dire sur la présentation générale des principes contractuels. Deuxième question, comment mieux vous protéger via une clause de révision des prix? Et avec, à nouveau, un petit sondage piège pour susciter le débat. La question que nous vous proposons est la suivante. Les entreprises peuvent-elles librement définir entre elles une clause de révision de prix sans limite? Oui, c'est la liberté contractuelle. Non, il existe des limites. Nous vous laissons quelques secondes pour faire valoir votre opinion, anonyme, bien sûr, afin de susciter le débat. À ce stade, je vais attendre encore que tout le monde ait fini de voter, là, ça remonte. Ça reste partagé. À ce stade, la réponse majoritaire est non, il existe des limites. Et le fait est qu'il existe des limites, mais c'est un partage entre les réponses, c'est un tiers, deux tiers. Mais il existe des limites qui sont peu connues, qui ne sont pas invraisemblables, mais elles existent, et donc il faut en faire mention pour que votre clause de révision de prix soit valable. Il vaut mieux que la clause de révision de prix soit valable. Deux types de clauses. Enfin, on peut faire de la typologie et essayer de catégoriser, puisque de toute façon, tout est contractuel. On peut imaginer une infinité de variantes, mais si on fait de la typologie, on peut faire valoir, on peut présenter deux types de clauses, les clauses de hardship et les clauses de révision de prix. Qu'est-ce que la clause de hardship? C'est une clause telle qu'une clause permettant la révision du contrat lorsque les circonstances de départ ont évolué de manière imprévisible. En fait, c'est une clause de rendez-vous. La seule obligation des parties est de se retrouver si des circonstances interviennent. La clause de hardship peut être rédigée de manière plus ou moins précise, comme toujours, et peut prévoir les causes de la renégociation. Alors ça peut être la guerre qui rend difficile la fourniture, un embargo décidé, des mesures de sanctions qui seraient décidées par un État. On connaît ça récemment, alors que ça avait fortement disparu de notre droit. Hausse des prix des matières premières d'un certain pourcentage, grève, changement législatif ou fiscal, on peut tout prévoir. Bref, la clause de hardship prévoit la cause de la renégociation. Puis les conditions de la négociation, les obligations des parties en cause en cas de hardship, étant entendu que celles-ci sont, encore une fois, on peut tout prévoir, mais celles-ci sont généralement assez limitées, c'est soit simplement se rendre à la table des négociations, point, ou alors se rendre à la table des négociations et essayer de faire des propositions positives pour renégocier le contrat conformément à son économie. Et puis la clause de hardship peut aussi régler les conséquences en cas d'échec des négociations, et on peut tout prévoir. Si on n'arrive pas à renégocier, on ne se met pas d'accord, dans ce cas, le contrat prend fin, à l'initiative d'une des parties, tout est possible, tout dépend de ce que prévoit la clause de renégociation. Mais la clause de hardship peut aussi prévoir qu'un tiers arbitre va redéfinir le prix. Donc en fait, on peut simplement tout prévoir dans cette clause de rendez-vous. L'important est simplement de prévoir un rendez-vous. Et puis après de modéliser plus ou moins étroitement les conséquences de cet effort nouveau qui se présente. C'est une clause de rendez-vous. Et éventuellement, si on n'arrive pas à négocier, voilà, le contrat saute si les parties l'avaient convenu. Deuxième possibilité, la clause de révision de prix. Et là, ce n'est pas une clause de rendez-vous, c'est une révision automatique. Il y a une formule arithmétique qui permet la révision du prix. Il ne faut pas renégocier. On peut prévoir beaucoup de choses, mais il y a quelques limites qui sont méconnues et que nous allons évoquer ici, qui sont les limites que nous allons voir. Première limite, la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique. Généralement, quand une loi s'intitule relative aux mesures de redressement économique, c'est un mauvais signe, ça veut dire que c'est une loi fourre-tout, dans laquelle le législateur a mis tout et n'importe quoi, et dont notamment ici un article 57, un peu perdu dans la loi, et qui est toujours en vigueur, qui prévoit que en matière de formule d'indexation des prix industriels et commerciaux, c'est pour les entreprises, mais pas dans les autres cas, il est possible de mettre en place une révision, une clause de révision de prix, mais il est interdit que cette clause de révision de prix soit liée à l'indice des prix à la consommation ou tout autre indice. Si jamais c'était le cas, la clause de révision de prix est nulle. Par ailleurs, la clause de révision de prix ne peut porter que sur un montant équivalent à maximum 80% du prix final et doit nécessairement porter sur des paramètres qui représentent les coûts réels.
La Cour de cassation, dans une jurisprudence rare, est intervenue pour nous dire que ce qu'il fallait éviter, c'était que la clause de révision de prix fasse référence à un index général sur l'évolution des prix dans la société, de l'économie belge. Ça devait être plus spécifique que simplement un index général, comprenne qui pourra, hein, mais la loi est ainsi rédigée. A priori, c'est un index qui porte sur le fonctionnement de l'économie belge dans son ensemble. Et puis, la Cour de cassation précise qu'il faut qu'il y ait finalement un lien entre le coût et le prix révisé. Ça ne peut pas être un facteur extérieur au coût qui serait appliqué. Et puis, il faut qu'il y ait, c'est simplement une redite de la loi, hein, mais c'est une redite par paraphrase, qui nous permet éventuellement d'y voir un petit peu plus clair. Il faut qu'il y ait un facteur fixe du prix de moins 20%. Donc, en fait, la révision de prix ne peut porter que sur 80% du prix. Ce qui veut dire qu'en fait, la liberté contractuelle permet aux parties de créer leur propre index, mais pas se référer à un index général qui serait établi par le législateur portant sur toute l'économie belge. Cela suppose aussi donc de structurer suffisamment son prix pour qu'on puisse s'assurer que la révision de prix ait effectivement lieu en fonction de l'évolution des coûts. Alors, si on ne connaît pas exactement, à l'époque de la signature du contrat, l'intégralité des intrants, l'intégralité de répartition des différentes composantes du prix, on peut en faire à la signature du contrat une estimation pourvu qu'elle soit réaliste, qu'elle corresponde un petit peu à la réalité du contrat. Et dans ce cadre-là, les parties peuvent fixer de manière contractuelle leur index de révision de prix. Quelques exemples de causes valables. Il est possible de ainsi lier l'augmentation des prix à l'évolution des prix des matières premières, par exemple publiées par des organisations sectorielles, ou au salaire horaire de référence dans un secteur, publié par les organisations professionnelles. Exemple de prix qui ne sont pas valables, prévoir une indexation du prix qui serait indexée sur la conjoncture économique, sans prévoir comment on définirait l'évolution de la conjoncture économique. C'est tout à la fois trop général et trop imprécis. Et puis de la même manière, un index qui serait fondé sur un indice de prix clandestin ou sans doute trop privé ne serait pas admis. Il faut quelque part que l'index de prix soit objectif pour que finalement, quand les parties signent leur contrat, l'évolution du prix soit déterminable, ne soit pas incertain. Il y a, après cette vieille loi de 1976, il y a une redite dans la nouvelle loi du 4 avril 2019 sur les clauses abusives entre entreprises, qui interdit les clauses inéquitables dans les contrats et qui prévoit que sont présumées abusives sous les clauses qui donnent à l'entreprise le droit de modifier unilatéralement et sans raison valable le prix. Donc il faut encore une fois qu'il y ait une raison valable. Et les clauses d'indexation de prix, c'est la même chose. Au final, il faut qu'elles soient basées sur des facteurs externes objectivement justifiables. Ça ne dit rien d'autre, rien de plus. Mais ça a été répété récemment encore. Et donc, quelques exemples d'indices qui peuvent être mis en œuvre et qui sont d'ailleurs régulièrement mis en œuvre. La référence à l'indice SI, l'indice relatif au salaire, et à l'indice des matériaux, qui est un indice connu, qui est répété à l'écran, qui est cette formule mathématique un petit peu barbare. Le nouveau prix est en fait le reflet de l'ancien prix, où l'ancien prix est mis à jour en fonction des indices des salaires en vigueur à l'époque et l'indice des salaires en vigueur aujourd'hui, l'indice des matériaux en vigueur à l'époque et l'indice des matériaux en vigueur aujourd'hui, étant entendu que ces indices S et ces indices I sont mis au point régulièrement par le SPF. Donc on a là vraiment une base objective. Un mot cependant, la manière de calculer l'index, plutôt les facteurs S et I, va être revu a été revu en 2021, et c'est cette révision au sein du SPF qui s'appliquera à l'avenir à partir de décembre 2022 de manière obligatoire. Au final, ça ne change pas grand-chose pour les particuliers, c'est simplement la manière dont l'indice est calculé, sauf que pour le moment, on a deux différents index SCI qui sont potentiellement applicables, et si vous avez un contrat de long terme, à un moment, il va falloir migrer vers le nouvel indice 2021, l'indice I 2021, et les parties devront en fait se rapprocher pour convenir à partir de quel moment, si elles souhaitent le faire de manière anticipée,
le contrat sera soumis au nouvel indice 2021. La loi Braine, un mot sur la loi Braine en matière de promotion immobilière, prévoit l'application automatique de l'indice SI dans certaines circonstances, je vais y revenir. Et puis un mot sur un autre indice très connu, l'indice ABEX, qui est édité 2 fois par an par la commission de l'indice de l'association belge des experts, qui construit l'acronyme ABEX, et qui est fondé non pas sur l'évolution du prix des matériaux, mais sur l'évolution des prix de la construction sur la base d'un panel de bâtiments résidentiels type en Belgique, en fonction de l'évolution des prix des bâtiments en Belgique, qui permet de revoir aussi le prix des contrats. La loi Braine et la promotion immobilière, il y a des limites. La loi Braine prévoit par défaut qu'en matière de promotion immobilière, les prix peuvent être revus au détriment des acheteurs et au bénéfice du vendeur, mais dans certaines limites. C'est-à-dire que l'indexation ne peut porter que sur maximum 80% du prix du bâtiment, et doit se faire en fonction d'un indice SI. Ce n'est pas de manière objective, pas de manière unilatérale déterminée en fonction d'un indice qui serait choisi par le promoteur. C'est l'indice SI qui s'impose. La révision a lieu, peut avoir lieu, doit avoir lieu, aura lieu en fonction des tranches encore à venir, puisque, comme vous le savez, en matière de promotion immobilière, il y a des paiements par tranche. Et donc, le prix est adapté pour les tranches qui restent encore à venir. Et puis, la modification ne peut au final pas avoir pour effet de porter sur plus de 50% du prix du bâtiment. Donc, au final, si vous aviez acheté à 100, vous ne pourrez pas, en tant que client, payer plus de 150. Ça fait quand même une grosse différence, bien sûr. La loi Braine essaie de trouver une espèce d'équilibre entre le souci de permettre la protection du consommateur et le souci de permettre simplement la viabilité du contrat. Lorsque les projets de promotion immobilière sont des gros projets, le promoteur immobilier pourrait vite tomber à genoux et à ce moment-là faire faillite, et à ce moment-là, ce serait au détriment du consommateur tout pareil. Pour en revenir à notre fil conducteur, quelques points d'attention quant à la rédaction de la clause de révision de prix. Si la clause de révision de prix est formulée dans des conditions générales, c'est possible, mais il faut veiller à ce que les conditions générales soient acceptées. C'est toujours la même histoire. Quand on négocie un prix, souvent on signe principalement des conditions particulières, on se réfère aux conditions générales, mais si les conditions générales ne sont pas signées, ou si les conditions particulières ne font pas suffisamment référence aux conditions générales, après il y a des débats qui interviennent quant à savoir si les conditions générales ont été acceptées, et en ce compris la clause de révision de prix. C'est toujours un pataquès. Attention à cela. Peut-être que si la clause de révision de prix est importante, c'est peut-être utile de l'intégrer dans les conditions particulières. Ou alors de faire vraiment attention à la manière dont on gère ces contrats. Il est possible de combiner une clause de révision de prix avec une clause d'imprévision. Il est possible de prévoir une révision de prix dans certaines circonstances et pour certaines parties du prix, et puis pour le reste de mettre en place une clause d'imprévision où les parties pourraient se référer à la loi ou mettre en place une clause de hardship pour le reste, donc de rencontre. Les indices SI et ABEX, c'est très bien. Ce sont des outils déjà prêts, clés sur porte, sans mauvais jeu de mots. Mais ce n'est pas forcément utile lorsque l'entrepreneur est spécialisé. Il faut voir, est-ce qu'au final, des indices relativement transversaux sont adéquats pour quelqu'un qui n'est exposé qu'à un type de risque. Et puis, en ce qui concerne la loi Braine, un mot, qu'en est-il du sous-traitant ? A priori, et pour autant que nous sachions, la loi Braine et l'application automatique de l'indice n'a lieu qu'entre le promoteur et le consommateur. Pour qu'au final, le sous-traitant puisse également se prévaloir d'une clause de révision de prix, il faudrait mettre par exemple dans le contrat une clause back-to-back où finalement les obligations qui sont dans le contrat de promotion immobilière seraient quasiment automatiquement retransférées dans le contrat de sous-traitance. Sinon, a priori, ça ne bénéficie pas au sous-traitant. Voilà, c'était ce que nous voulions vous dire en ce qui concerne les 2 premières questions. Je passe la parole à mon collègue. Voilà. Voilà, je vous remercie et je remercie. Il y a un problème. Les aléas du direct.
Voilà, je vous remercie et je remercie Maître Nering qui, je pense, a fait une présentation tout à fait claire et limpide. Bien entendu, on restera à disposition après si jamais vous avez quelques questions. Donc ici, sur la troisième question, ben, on va plutôt s'attarder sur finalement les règles qui sont applicables en matière de marché public. Donc, le principe d'un marché public, on le connaît, c'est qu'un marché public, en principe, est passé à forfait. C'est notamment ce principe qui est prévu à l'article 9 de la loi, mais qui connaît très vite une atténuation, puisque vous allez à l'article suivant, à l'article 10, vous allez avoir une atténuation à ce caractère forfaitaire, notamment en précisant qu'il n'y a pas d'obstacle à ce que des clauses de révision de prix soient prévues en fonction de facteurs déterminés d'ordre économique ou social, à condition que la clause soit prévue dans les documents du marché et soit rédigée de manière claire, précise et univoque. Alors, ici, on le constate directement, donc on l'a vu, mais finalement, le législateur belge n'a jamais fait avant, dans matière civile, de référence à la théorie de la prévision, si ce n'est la future réforme qui est en cours. Mais ici, on a déjà finalement une première rentrée dans la législation belge, la législation des marchés publics, de cette théorie de la prévision qui rentre finalement via la législation applicable en matière de marchés publics. Alors, on l'a indiqué, il convient d'avoir une clause de révision des prix ou une clause de réexamen. Ces clauses, elles sont prévues par l'article 38 du RGE, donc qui est l'arrêté royal du 14 janvier 2013, qui règle l'exécution des marchés publics et qui fait un rappel également sur ce que doit être une clause de révision ou une clause de réexamen, qui doit être donc claire, précise et univoque. Alors, ces conditions, mais finalement, elles ne viennent pas de nulle part. Elles viennent en tout état de cause de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui, par un arrêt du 29 avril 2004, faisait d'ores et déjà état des clauses de révision et de réexamen et qui notamment faisait grand cas d'un principe de transparence qui devait s'appliquer lors de celle-ci, puisque le but est effectivement d'éviter qu'on ait un risque de favoritisme dans le chef du pouvoir adjudicateur envers l'adjudicataire et un risque d'arbitraire. Alors effectivement, donc, cette jurisprudence a rappelé des critères, donc, à savoir que ces clauses doivent être claires, précises, univoques. Donc univoque, ça veut dire qu'on ne doit pas pouvoir avoir plusieurs interprétations différentes. Ça veut dire que si au moment de la soumission du marché, vous avez plusieurs soumissionnaires, ceux-ci doivent pouvoir interpréter de la même manière cette clause de réexamen ou de révision des prix. Alors, la clause de réexamen ou de révision des prix, elle doit également prévoir finalement le champ d'application, savoir dans quel cas elle s'applique, savoir le type de modification, la nature des modifications, puisque effectivement, on ne va pas s'y attarder aujourd'hui, puisqu'ici, c'est vraiment un webinaire qui est accentué sur la modification des prix, mais vous pouvez avoir effectivement d'autres sortes de modifications de contrat, notamment au niveau des délais d'exécution. Maintenant, pour ça, vous avez eu au mois de mars un webinaire concernant les problèmes d'exécution en matière de marché public qui est sur le site du cabinet, et vous avez toujours les slides qui sont accessibles et la vidéo effectivement de cette présentation que je vous invite à aller voir si vous avez plus de questions sur le sujet. Et alors, ces clauses de réexamen doivent aussi prévoir les conditions d'application, puisqu'on le verra, on peut avoir des conditions d'application qui peuvent être relativement strictes. Alors, quand on est face à une augmentation des prix, une première possibilité, c'est de faire appel à la clause de révision des prix qui est prévue à l'article 38/7 du RGE. Alors ici, vous avez l'article de loi qui prévoit ça. Je ne vais pas vous le lire ici, je ne vais pas vous faire l'affront. Il est repris dans les slides. Mais donc, vous avez le texte complet qui est ici prévu. Alors, cet article 38/7 du RGE, il prévoit deux types de clauses de révision des prix. Dans un premier temps, il prévoit une clause de révision des prix qui est obligatoire. Et dans ce paragraphe 2, il prévoit une clause de révision des prix qui est facultative. Alors, le paragraphe premier, donc cette clause de révision des prix obligatoire, elle se retrouve dans deux types de marchés, à savoir les marchés de travaux et les marchés de services qui sont visés à l'annexe 1
du RGE. Donc ici, vous avez la liste, ce sont notamment des marchés qui sont de services manuels. Ils sont définis en tout cas comme tels par le rapport au roi et le gouvernement lors de la rédaction de l'arrêté royal. Néanmoins, cette liste est là, elle n'est peut-être pas nécessairement parfaite puisqu'on pourrait considérer que d'autres services manuels ont été exclus de façon arbitraire et ne sont pas repris dans cette annexe 1. Mais voilà, donc vous avez finalement ces services qui sont énumérés de manière limitative et pour lesquels il y a une obligation de prévoir une clause de révision des prix dans les documents du marché. Alors, ces services, quels sont-ils? Ce sont les services d'études de sol, de défrichement, d'abattage d'arbres, d'élagage, entretien d'espaces verts, curage d'égouts, collecte de déchets, services d'évacuation des boues, ou nettement traitement des sols contaminés des déchets toxiques, et les services d'entretien de voirie, avaloirs et autres, et enlèvement de graffiti. Alors, il faut savoir aussi que cette règle, cette obligation n'est pas absolue, puisque vous allez avoir deux cas, deux hypothèses où cette obligation sera atténuée. Puisque pour ce qu'on pourrait considérer comme des petits marchés, donc pour les montants inférieurs à 120 000 € hors TVA, le législateur, le gouvernement n'impose pas qu'on ait une clause de révision des prix. Alors, et également si le délai d'exécution est inférieur à 120 jours ouvrables ou 180 jours calendrier. Alors ici, c'est une faculté qui est laissée au pouvoir adjudicateur. Donc, les documents du marché pourraient tout à fait prévoir ici une clause de révision des prix, même s'il n'y en a pas d'obligation. En outre, il faut savoir que cet article 38.7, paragraphe 1er du RGE, peut faire l'objet d'une dérogation. Alors, c'est une dérogation sur base de l'article 9, paragraphe 4 du RGE. Donc, c'est une dérogation qui doit être motivée et reprise en début des documents du marché dans la liste des dispositions auxquelles il est dérogé par les documents du marché. Mais la motivation ici ne doit pas démontrer son caractère indispensable. Donc, on a une obligation de motivation allégée. Et donc, au moment où on va avoir une modification des prix, il faut effectivement vérifier ce que prévoient les documents du marché. Voir si on est effectivement dans des cas prévus à l'article 38.7, paragraphe 1er, donc avec une obligation de réexamen, et s'il n'y a pas été dérogé. Effectivement, vérifier la valeur du marché, mais également le délai d'exécution contractuelle qui est prévu. Alors, le paragraphe 2 du RGE prévoit également une faculté de clause de réexamen, mais donc dans tous les autres types de marchés. Donc, ce sont les marchés de services qui ne sont pas énumérés à l'annexe 1 du RGE. Donc, ça pourrait même aussi les services de prestations intellectuelles. Donc, par exemple, vous pourrez imaginer et concevoir dans des marchés d'auteurs de projets, mais également les marchés de fourniture. Alors, il faut également faire attention à cette clause de révision des prix, puisque le législateur et le gouvernement, dans l'arrêté royal, ne prévoient pas une clause de révision des prix type, mais imposent des obligations par rapport à celle-ci. Et donc, on impose que cette clause de révision des prix soit basée sur des paramètres objectifs et contrôlables et utilise des coefficients de pondération appropriés qui reflètent une valeur réelle des coûts et la structure réelle. Alors, effectivement, on peut avoir des cas où cette clause de révision des prix n'est peut-être pas nécessairement adaptée. Maître Nering vous a notamment parlé du fameux indice I en matière de construction, qui est un indice qui est un indice type et qui se base notamment sur 26 matériaux pour être créés et avec une pondération, mais qui représente un bâtiment type notamment. Alors, dans ce cas-là, on peut avoir effectivement cet indice I qui peut refléter l'évolution du coût des matériaux, mais qui n'est peut-être pas adapté à un marché déterminé, puisque vous pouvez avoir pour un marché de construction d'habitation, ou notamment dans notre exemple et dans notre fil conducteur, finalement la fourniture de châssis, le cours de l'aluminium qui augmente considérablement. Alors, si on fait un immeuble avec de grandes baies vitrées et autres, peut-être que finalement cette évolution du coup, via l'indice I ne va pas être suffisamment représentative. Tout comme si l'on fait une maison à ossature bois où on a actuellement une augmentation conséquente du coût
du bois et des matières premières. Et donc, effectivement, il peut y avoir une adaptation, effectivement, de ce chef, de la formule de révision. Alors, parfois, la formule de révision aussi peut être représentative dans les coefficients qui sont utilisés, mais ne peut pas être représentative de l'évolution réelle et temporelle du coût des matériaux, puisque ici, finalement, avec l'actualité récente, on le voit, on a une augmentation qui est particulièrement rapide de l'augmentation des prix. Alors, effectivement, soit cette augmentation, et alors, quand on a une clause de révision des prix, qui se base notamment sur des indices du mois précédent ou notamment qui s'applique au moment de la révision, au moment de la facturation, pardon, cela ne représentera peut-être pas nécessairement le coût des matériaux et des matières premières au moment où on a réalisé la prestation. Et donc, à ce moment-là, on peut effectivement adapter cette clause de révision des prix pour avoir une application au moment de la réalisation des prestations, pour refléter au niveau temporel et calendaire finalement cette évolution du coût des matériaux et pour ne pas être ici liés par des délais de facturation qui, on le sait en matière de marché public, peuvent être parfois fortement décalés et prévus dans les conditions, dans les documents du marché et qui ne sont pas en phase avec la réalisation des prestations. Alors, on peut aussi finalement avoir l'hypothèse où on n'a pas de cette clause de révision des prix puisqu'on serait soit dans un des cas où cette clause est facultative et n'est pas prévue dans les documents du marché, mais également dans des cas où on a une dérogation dans les documents contractuels. Alors, il y a une possibilité qu'on va voir effectivement maintenant après, c'est cette possibilité de faire appel à l'article 38.9 du RGE qui, lui, concerne le bouleversement de l'économie contractuelle du marché et qui, lui aussi, peut avoir cet avantage par rapport à une clause de révision des prix de se baser sur le coût réel des matériaux, dans l'hypothèse où effectivement on aurait une clause de révision des prix qui ne serait pas adaptée. Alors, comme si la clause de révision des prix, dernier mot, on a une jurisprudence qui est constante de la Cour de cassation depuis 2005, donc qui concerne l'ancienne réglementation, à savoir le cahier général des charges. La réglementation n'a pas été modifiée depuis et donc finalement cette jurisprudence trouve toujours à s'appliquer et donc on peut considérer effectivement qu'on peut modifier en cours de marché cette formule de révision à partir du moment où on considère qu'elle n'est pas en adéquation avec son but poursuivi, à savoir refléter la structure réelle des coûts. Alors, si effectivement il n'y a pas de clause de révision des prix, ou il y en a une mais qu'elle n'est pas représentative, on peut effectivement faire application de l'article 38.9 du RGE qui permet la révision du marché suite à des circonstances bouleversant l'équilibre contractuel du marché. Ici, finalement, ces circonstances, quelles sont-elles? En l'espèce et de l'actualité, la guerre en Ukraine, les sanctions européennes, effectivement, peuvent, et l'augmentation du coût des matériaux, ou dans certains cas, parfois la pénurie de certains matériaux, peuvent effectivement avoir un impact et bouleverser l'équilibre contractuel du marché. Alors, cet article 38.9, c'est une disposition qui est un peu plus large que la simple révision des prix, puisqu'il permet, mais ça c'est pour votre information, d'avoir une modification des délais d'exécution du marché, également la résiliation du marché, mais aussi la révision des coûts et des prix. Alors, cet article s'appliquera aussi de façon un peu plus sévère que l'article 38.7, puisqu'il y a des conditions. Ici, il faut être face à un élément que l'adjudicataire ne pouvait pas prévoir, ne pouvait raisonnablement pas prévoir. Finalement, la situation géopolitique en Europe de l'Est, effectivement, est une de ces situations. On a déjà eu des premières informations venant du gouvernement fédéral par rapport à l'application de ces normes et qui considèrent que la situation géopolitique actuelle est un des cas d'application de cet article 38.9. Et alors, il y a un critère également qui est le critère du préjudice très important. Et donc, il faut, pour obtenir une révision des coûts, atteindre ce seuil de préjudice très important. Alors, il y a différents seuils qui sont prévus en fonction du type de marché, mais ici, on va retenir le seuil général
qui est celui de 2,5% du montant initial du marché hors TVA pour les marchés de travaux et les marchés de services visés à l'annexe 1, donc les marchés de services manuels. Pour tous les autres marchés, on est à ce seuil de 15% du montant initial du marché. Donc, ce sont les autres marchés de services et les marchés de fourniture. Alors, cet article 38.9, il faut être particulièrement attentif quand on veut le mettre en œuvre, puisque on a des délais qui sont prévus à peine de déchéance. Et donc, l'adjudicateur, quand il est face à une circonstance imprévisible, à un élément qu'il ne pouvait pas prévoir, il doit dénoncer les faits ou les circonstances par écrit dans les 30 jours de leur survenance. À ce stade, on ne demande pas qu'il y ait encore un chiffrage et qu'on chiffre le préjudice. C'est dénoncer les circonstances. Donc, effectivement, à partir du moment où on est face à ces circonstances, il y a un délai de 30 jours. Alors, la réglementation prévoit que ce soit dans l'apparition des circonstances ou au moment où l'adjudicateur devait raisonnablement pouvoir déterminer et apprécier ces faits ou ces circonstances. Donc, effectivement, quand vous avez finalement l'entame d'un conflit, on ne peut pas vous demander de commencer le premier jour à envoyer directement votre article, votre dénonciation au pouvoir adjudicateur. Donc, c'est à partir du moment où les premières augmentations de prix vont être constatées. Alors, l'article 38.15 prévoit également que on doit pas simplement indiquer, voilà, c'est la guerre en Ukraine, il y a une augmentation, il y a une augmentation des coûts, je dois modifier mes prix. Non, il va falloir aussi préciser de façon un petit peu plus détaillée en quoi finalement ces circonstances de fait ont une influence sur le marché en cours. Alors ici, c'est une façon aussi de pouvoir permettre au pouvoir adjudicateur de contrôler la réalité des incidences sur le marché. Alors, cette information doit être également communiquée dans les 30 jours. En général, on veillera finalement à faire coïncider la dénonciation prévue à l'article 38.14 qu'on vient juste de voir et la dénonciation prévue à l'article 38.15 par le même courrier. Et alors, comme je vous l'ai dit, finalement, on ne peut pas nécessairement connaître au moment de l'arrivée des circonstances l'impact réel et chiffré sur le marché. Donc, cet impact chiffré, il y a un autre délai qui est important aussi. Et dans un marché de travaux, c'est au plus tard 90 jours à noter de la notification du PV de réception provisoire. Ce n'est pas pour autant que le pouvoir adjudicateur doit l'accepter dans ces 90 jours, mais en tout cas, les chiffres doivent être communiqués dans ce délai de 90 jours. Et donc ici, c'est un rappel important puisque, à défaut de respect de ces 90 jours, on est dans un cas de, on est déchu, effectivement, on sera déchu de cette faculté de pouvoir faire appel à l'article 38.9. Et alors, rappel utile aussi des dispositions qui sont particulièrement pertinentes, notamment quand on veut faire appel à cet article 38.9 du RGE, mais c'est l'article 38.13 et donc qui concerne finalement ce principe de continuité de service public. Donc, on ne peut pas se prévaloir des discussions en cours et d'un désaccord par rapport à cette augmentation des coûts pour statuer le chantier et arrêter les prestations ou ralentir le rythme d'exécution. Et donc, ça, si en tant qu'adjudicateur, vous avez cette attitude, vous risquez effectivement d'aller au-devant de différentes sanctions, telles que finalement un PV de manquement et la mise en œuvre de la procédure des mesures d'office qui peuvent aller finalement de la résiliation du marché au marché pour compte, en passant par le marché en régie. Alors, l'article 38.18 aussi, c'est prévoit finalement aussi la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de procéder à la vérification des pièces comptables. Donc, il ne suffit pas de chiffrer effectivement le surcoût, encore faut-il qu'il soit justifié et doit pouvoir être vérifié, en tout cas par le pouvoir adjudicateur, via la vérification des pièces comptables sur place qui est prévue par le RG.
Donc, ici, quand on est face à une hausse des prix ou des matériaux ou des salaires, ben, effectivement, il y a deux possibilités. Mais donc, pour ça, il faut avoir une attention particulière, ben, finalement, au type de marché dans lequel on est, aux documents du marché, pour effectivement déterminer si effectivement on a bien cette clause de révision des prix, si on n'y a pas dérogé et si elle est adaptée. Parce qu'effectivement, à défaut, mais si on veut se retourner sur l'article 38.9 du RGE, on a des délais qui sont particulièrement brefs pour mentionner et solliciter l'application de cette réglementation. Donc voilà. Ici, on clôture le point marché public et on va avancer sur le point sur l'augmentation des loyers dans les matières des contrats de bail. Alors, ici, j'attire votre attention directement sur le fait que la matière du bail est une matière qui est régionalisée depuis 2018. Donc, vous avez un risque de disparité entre les normes qui sont prévues entre les différentes régions. Ici, dans le cadre de la présente présentation, on s'intéresse avant tout à ce qui se passe en région wallonne, mais également en région bruxelloise. Et alors, vous avez effectivement trois types de baux qui sont ici mentionnés. C'est le bail de résidence principale, le bail commercial et le bail de droit commun. Donc ici, par exemple, dans notre exemple avec notre marchand de châssis, imaginons monsieur le gérant est locataire et loue son domicile privé. Il loue également un showroom pour pouvoir exposer les châssis qu'il vend. Et alors, il loue un entrepôt de stockage. Finalement, ces trois endroits vont être soumis à des règles différentes, puisque son habitation sera soumise aux règles sur le bail de résidence principale. Son showroom, qui est un lieu accessible au public, sera soumise aux règles du bail commercial. Et son entrepôt, qui n'est pas un lieu accessible au public, sera quant à lui soumis au bail de droit commun. Alors, tout d'abord, sur le bail de résidence principale, vous avez deux dispositions, deux codes de dispositions pertinentes. Donc, en région wallonne, vous avez ce décret du 15 mars 2018 qui est relatif au bail d'habitation. Il ne concerne pas que le bail de résidence principale, il concerne également d'autres types de bails sur lesquels de baux de résidence sur lesquels on ne va pas revenir. Mais voilà, il faut savoir que ça existe. Et vous avez une ordonnance de 2019 qui est contenue dans le Code bruxellois du logement pour le bail de résidence principale à Bruxelles. Alors, pour l'indexation du loyer, c'est les articles 26 et 57 du décret du 15 mars 2018 en Wallonie qui vont s'appliquer. Et à Bruxelles, l'article 224 du Code bruxellois du logement. Sur la révision du loyer, c'est l'article 58 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation en Wallonie. Et à Bruxelles, c'est l'article 240 du Code bruxellois du logement. Attention qu'on a également une disposition particulière en cas d'adaptation du logement pour une situation de handicap du preneur, qui est visée à l'article 221 du Code, mais ici, on n'y fera pas plus référence. Alors, le principe de l'indexation, c'est que c'est une adaptation du coût du loyer au coût de la vie. Alors, effectivement, vous verrez sur le slide, on a choisi un gâteau d'anniversaire, ce n'est peut-être pas nécessairement le meilleur exemple et le cadeau qu'on voudrait tous recevoir. Maintenant, effectivement, cette indexation, et c'est un moyen mnémotechnique de retenir qu'elle se fait à la date d'anniversaire du bail. Alors, cette indexation, elle n'est pas automatique. Et donc, ça veut dire que le bailleur doit la réclamer. Elle doit faire l'objet d'une demande écrite. Et alors, la formule de calcul, elle est prévue, effectivement, donc c'est le loyer de base sur le nouvel indice santé, fois le nouvel indice santé, pardon, sur l'indice santé de départ. Ces indices, ils sont publiés sur les sites du SPF Économie et sont disponibles et sont publics. Alors, si le bailleur oublie, entre guillemets, de faire passer l'indexation du loyer à la date d'anniversaire du bail, rien n'est vraiment perdu, puisque le bailleur a le pouvoir de remonter 3 mois
en arrière. Donc, imaginons qu'il a laissé passer 5 mois, il pourra réclamer l'indexation pour le mois en cours et pour les 3 mois précédents, mais les 2 mois qu'il a, les 2 autres mois, ça, ce sera le loyer non indexé qui continuera à s'appliquer, donc on ne pourra pas réclamer la différence. Alors, il faut faire attention qu'il y a aussi des conditions dans lesquelles l'indexation doit s'appliquer. Donc, on exige, pour qu'une indexation puisse s'appliquer, que le bail soit conclu par écrit. Alors, l'écrit est obligatoire en matière de bail de résidence principale. Maintenant, ce n'est pas un formalisme qu'on pourrait qualifier de solennel. Et donc, ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'écrit pour un bail de résidence principale que celui-ci n'existe pas. Et il y a différentes sanctions qui vont s'attacher finalement à l'absence d'écrit. Ces différentes sanctions, c'est notamment une impossibilité de procéder à l'indexation des loyers. Et alors, on prévoit, ça finalement, c'est un petit peu le pendant du fait que le bail doit être écrit. Le bail doit prévoir explicitement la formule d'indexation. Effectivement, si vous n'avez pas de bail écrit, dans tous les cas, vous ne pouvez pas avoir de formule d'indexation qui est prévue dans le bail. C'est un peu du bon sens. Et alors là, c'est une spécificité qui est wallonne, donc ça ne s'applique pas à Bruxelles. Donc, pour pouvoir réclamer l'indexation, le bail doit être préalablement enregistré. Donc, si le bail n'est pas enregistré, il n'y a rien de mal fait non plus. Vous pouvez toujours l'enregistrer. Maintenant, si la date d'anniversaire est dépassée, à ce moment-là, vous pouvez toujours réclamer l'indexation à partir du moment de l'enregistrement du bail effectif, mais elle ne pourra porter que sur les 3 derniers mois et pour le futur. Donc, si vous avez laissé passer 6 mois, vous avez 3 mois où vous ne pourrez pas réclamer l'indexation, que ce soit le loyer non indexé qui va continuer à s'appliquer. Alors, au-delà de l'indexation, qui elle se base sur l'évolution du coût de la vie, vous pouvez également avoir une révision du loyer qui elle va se baser sur des critères autres qui sont notamment une modification des lieux loués. Alors, cette demande de révision, elle ne peut pas se faire n'importe quand. Donc, elle ne peut se faire qu'entre le 9e et le 6e mois avant la fin d'un triennat. Donc, en règle générale, le bail, soit il est conclu de courte durée, donc maximum 3 ans. Dans ce cas-là, de toute façon, ça ne s'appliquera pas. Mais si vous êtes dans un bail de 9 ans, à ce moment-là, à la fin du premier triennat, la fin du deuxième triennat, et éventuellement à la fin du 3e triennat, si personne n'a donné son renom et que le bail est reprolongé pour une durée de 3 ans, pour un nouveau triennat, vous pouvez effectivement refaire cette demande. Alors, cette demande de révision, elle se fait effectivement par écrit. Donc, ici, il n'y a pas de forme d'écrit prévu à peine de nullité, mais en tout état de cause, il faut quand même se prévoir, se ménager des preuves. Donc, on recommandera plutôt ici l'usage d'un courrier recommandé. Alors, les possibilités, quelles sont-elles? Soit le bailleur ou le preneur, en fonction qu'on demande une diminution ou une augmentation des prix, puisque cette révision peut être tant positive que négative, est en droit de refuser ou d'accepter. S'il accepte, j'ai envie de dire, tout va bien, tout est facile, et à ce moment-là, c'est le nouveau contrat de bail, c'est le nouveau loyer qui va s'appliquer dès l'accord. Il faut savoir que tant qu'il y a des discussions en cours, c'est le loyer fixé au bail non révisé qui continue à s'appliquer. Alors, si la personne à qui on sollicite la révision la refuse, on peut toujours demander l'autorisation au juge de paix. Alors, il faut faire attention au moment où on saisit le juge de paix par requête, puisqu'il y a un délai de 3 mois, qui est entre le 6e et le 3e mois avant la fin du triennat. Donc, à partir du moment où il vous reste 9 mois avant la fin du triennat, à ce moment-là, si vous voulez faire une demande de révision, vous devez l'introduire. Vous avez un délai de 3 mois dans lequel il peut être accepté ou refusé. Et à partir du moment où il ne reste plus que 6 mois au bail, et avant qu'il ne reste que 3 mois, vous introduisez votre demande. Alors, à ce moment-là, le juge de paix, il va pouvoir accepter cette révision du loyer, et cette augmentation du loyer, notamment si on peut démontrer que la valeur locative du bien a augmenté de 10% par rapport au loyer précédent, suite à la réalisation de travaux dans les lieux loués. Alors,
cas précisé, si vous avez un logement qui fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité d'une commune et que les travaux consistent à remettre les lieux en conformité en y ajoutant de l'eau courante, de l'électricité et du chauffage, vous ne pourrez pas demander cette augmentation de 10% puisque dans tout état de cause, c'était quelque chose qui devait être fourni de base au moment du bail et de l'entrée en jouissance des lieux par le locataire. Alors, ça, c'est dans le cadre de la réalisation de travaux. Maintenant, on peut également faire une augmentation dans le cas de circonstances nouvelles qui ont entraîné une augmentation de 20% de la valeur locative du bien. Ben, ça, effectivement, on pourrait avoir ces circonstances nouvelles. La loi ne les définit pas. C'est plutôt la jurisprudence qui s'attache à les définir. Ben, ça pourrait être finalement une amélioration du quartier par l'amélioration des voies d'accès. Imaginons ici, vous allez avoir le tram qui va bientôt arriver à Liège. On pourrait imaginer que, vu la qualité présupposée, je ne veux pas préjuger, de l'augmentation de l'offre de transport en commun, on pourrait avoir une augmentation de la valeur locative des immeubles. À l'inverse, également, on a une possibilité de diminution de la valeur du loyer si l'immeuble perd de la valeur. Alors, il faut aussi faire attention quand on est bailleur à une tactique qui pourrait qu'on voit souvent, et c'est certains bailleurs qui font des baux de courte durée successifs, donc 2-3 ans, et qui changent de locataire tous les 3 ans. À ce moment-là, pour éviter ça et éviter d'avoir une augmentation conséquente du loyer tous les 3 ans en mettant les gens dehors, mais on a une interdiction de réviser le loyer pendant une période de 9 ans. Et donc, à ce moment-là, si le bailleur veut modifier le loyer, réviser le loyer, il devra le faire en respectant les conditions prévues par la loi. Donc, c'est à la fin du triennat en cours, et notamment moyennant la réalisation de travaux ou la démonstration qu'il y a eu une augmentation de la valeur de l'immeuble de 20% par des circonstances nouvelles. Et donc, ça, si vous êtes locataire, effectivement, il peut toujours être aussi intéressant de vous renseigner par rapport au baux qui était conclu précédemment à votre entrée dans les lieux, tout en sachant que les baux en Wallonie et à Bruxelles, il y a une obligation d'enregistrement du bail. Et donc, à ce moment-là, c'est une information qui peut être obtenue. Alors, on va voir ici la matière du bail commercial. Alors, la matière du bail commercial est également régionalisée, mais ici, on n'a pas eu de modification avec aussi forte que dans la matière du bail de résidence, puisque ici, c'est toujours, sauf quelques petites exceptions et des modifications faites à la marge, la loi de 1951 sur le bail commercial qui s'applique. Alors, effectivement, en région wallonne, on a vu arriver un décret qui concerne le bail commercial de courte durée. Donc, c'est un bail commercial qui est inférieur à 3 ans. Ici, on ne va pas s'y attarder, donc on s'applique à voir les règles par rapport au bail commercial. Alors, cette indexation, c'est au final comme en matière de bail de résidence principale, elle doit être faite à la date d'anniversaire. Elle n'est pas automatique, sauf que la nuance, c'est que cette indexation ne peut remonter que sur les 12 derniers mois précédant l'anniversaire, sur les 12 derniers mois qui suivent la date d'anniversaire. Donc, ça veut dire que votre bailleur peut, après plus d'1 an, s'il a bien une indexation, vous réclamez la nouvelle indexation et réclamez aussi l'indexation sur les 12 précédents mois sur base de l'index précédent qui aurait pu être appliqué. Alors, la formule de calcul, elle est la même. Donc, c'est le loyer de base fois le nouvel indice santé sur l'indice santé de départ. Alors, en matière de bail commercial, vous avez également une possibilité de révision des prix. Alors, ici, on a un délai et une fenêtre qui est particulièrement brève, puisque c'est à l'expiration de chaque triennat, mais c'est les 3 mois qui précèdent la fin du triennat en cours. Donc, il faut le faire dans les 3 mois qui précèdent, sinon l'action sera déclarée nulle. Alors ici, on le précise, la loi sur le bail commercial est une disposition impérative, et donc ce qui veut dire que c'est une nullité relative et que le juge ne pourra pas soulever d'office lui-même la nullité du contrat, ça devrait être soulevé de la demande, ça devrait être soulevé par une des parties.
Alors, ici, on parle de circonstances nouvelles qui modifient la valeur de l'immeuble de 15%. Alors, ces circonstances nouvelles, ça peut être le mouvement des affaires, le changement de la valeur commerciale du quartier. Puisqu'imaginons, on a des aménagements dans le quartier qui amènent de nouveaux commerces de qualité, ben, on pourrait effectivement avoir une augmentation des loyers, mais également une baisse, par exemple, notamment si le quartier devient moins bien desservi. S'il y a énormément de travaux, on pourrait penser également notamment aux travaux du tram qui impliquent une gêne assez conséquente pour certains commerces, au point tel que pour le moment, certains quittent le centre-ville. Alors, en bail commercial, vous avez également une troisième fenêtre pour permettre l'augmentation du loyer. C'est la fenêtre qui s'ouvre au moment du renouvellement du contrat de bail. Alors, sur ce renouvellement, on a trois dispositions qui sont pertinentes. C'est l'article 14 alinéa 1er, l'article 18 et l'article 19 de la loi sur le contrat de bail. Ils sont repris dans les slides, je ne vais pas vous les lire. Mais donc, cette augmentation du loyer pourra avoir lieu au moment du renouvellement. Alors, on le sait, un bail commercial est prévu pour une durée de 9 ans, mais le locataire a droit à renouvellement. Donc, ce renouvellement, il doit être sollicité entre le 18e et le 15e mois qui précède la fin du bail en cours. Et dans ce renouvellement, il doit être fait par écrit, qui doit être communiqué par recommandé ou par huissier de justice. Et dans ces demandes de renouvellement, le locataire doit indiquer les conditions auxquelles il souhaite renouveler le bail. Donc, ça peut être des conditions moins onéreuses ou des conditions plus onéreuses. Alors, le bailleur a un délai de 30 jours pour dire s'il consent ou pas au renouvellement du bail. Et s'il n'y consent pas, indiquer lui-même les conditions auxquelles il souhaiterait renouveler le bail. Avec moi d'être prudent, puisque le preneur à ce moment-là a lui-même également un délai de 30 jours pour soit marquer accord, soit introduire la procédure devant le juge de paix qui tranchera par rapport à cette demande de renouvellement et qui statuera en fonction des éléments et de la valeur locative de l'immeuble et des circonstances nouvelles qui entourent le quartier. Alors, rapidement sur le bail de droit commun. Donc, imaginons notre locataire, notre vendeur de châssis, pardon, voit son loyer de son entrepôt augmenter et fait l'objet d'une indexation. Cette indexation, elle se fait à la date anniversaire du bail. Alors, elle n'est pas automatique en principe, mais via une clause contractuelle, on peut prévoir que cette indexation se fasse automatiquement. En bail de droit commun, on a beaucoup plus de liberté. Par rapport à la formule d'indexation, c'est la même qu'en matière de bail commercial et de bail de résidence principale. Et si cette indexation n'est pas faite de manière automatique, elle peut remonter sur les 3 derniers mois, mais pas plus loin. Donc, comme en matière de bail de résidence principale. Alors, quant à la révision du contrat, le bail de droit commun ne prévoit rien, la discussion sur le bail de droit commun ne prévoit rien à l'heure actuelle, donc c'est un silence de la loi. Maintenant, on a toujours effectivement une faculté de prévoir une clause de révision du loyer de manière conventionnelle, mais en tout état de cause, il n'y a pas de révision judiciaire possible. Si cette clause est prévue et qu'il y a effectivement une discussion par rapport à l'étendue de cette clause ou autre, effectivement, il y a toujours possibilité de saisir le juge de paix, mais il n'y a pas de procédure prévue par la loi, comme c'est le cas dans le cadre du bail commercial ou du bail de résidence principale. Alors, dernier petit mot sur la brièveté de la prescription de l'action en paiement de l'indexation. Puisque, on le sait, l'action en prescription d'un paiement de loyer, c'est 5 ans, mais sur l'indexation, c'est 1 an à partir de la lettre recommandée au locataire. Donc, on est à un délai qui est relativement bref pour saisir le juge si le locataire continue à payer le loyer non indexé. Voilà, on en arrive à la fin de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et si jamais vous avez des questions, nous restons à votre disposition avec Maître Nering.